Espèce d'idiote, pourquoi n'ai-je pas encore reçu l'argent de la vente de la maison de ton père, a hurlé ma belle-mère, après avoir enfoncé la porte de mon appartement. J'étais pétrifiée par le choc, mais mon mari en a rajouté une couche. Ma mère et moi avons décidé d'investir ce 1 000 000 d'euros dans le salon de beauté de ma sœur. Pourtant, après ma réponse, ils sont devenus plus blancs que les murs de la pièce. Mais avant de commencer cette histoire, je vous invite à liker cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Bonne écoute. Marguerite était assise à un vaste bureau blanc, recouvert de plans et de tablettes, lorsque son téléphone a sonné. Ce jeudi s'était révélé, pour elle, d'une productivité rare. Le projet du nouveau centre commercial prenait, enfin, la forme souhaitée. Elle travaillait comme architecte depuis 10 ans, et elle avait l'habitude que l'inspiration vienne par vagues. Aujourd'hui, c'était précisément l'une de ces vagues. « Allô, Constantin ?» répondit-elle, sans quitter des yeux le plan de la façade. « Salut, Margot » fit la voix de son mari, qui semblait étrangement tendue. « Dis-moi, tu es bien à la maison ? » ?»« Bien sûr que je suis à la maison, je travaille. »« Pourquoi, que se passe-t-il ? » ?»« Oh, rien de spécial. Je voulais juste m'en assurer. » « Tu n'as pas prévu de sortir quelque part, aujourd'hui ? » Marguerite haussa un sourcil. En 4 ans de mariage, Constantin n'avait jamais cherché à contrôler ses allées et venues. Bien au contraire, il avait toujours soutenu son indépendance, et valorisé son autonomie. « Non, je ne sors nulle part. »« Constantin, tu parles bizarrement. Tout va bien ? » ?»« Tout va parfaitement bien. Je m'inquiète juste pour toi. Tu sais, aux informations, ils ont dit qu'il y avait de plus en plus de cambriolages dans notre quartier. » »« Quel cambriolage ? C'est la première fois que j'entends ça. » »« Eh bien, j'ai peut-être lu ça quelque part. Peu importe. L'essentiel, c'est que tu sois à la maison, et en sécurité. » Marguerite posa son crayon. Il y avait quelque chose de troublant, de presque alarmant, dans le ton de son mari. Constantin travaillait comme cadre dans une grande entreprise commerciale, il était habitué à être clair et précis. Mais là, il marmonnait des choses incompréhensibles sur des cambriolages qui n'existaient pas. « Constantin, que se passe-t-il ? Parle franchement. » »« Il ne se passe rien. C'est juste. Margot, as-tu déjà pensé à vendre la maison de ton père ? » Voilà donc le vrai sujet. Marguerite sentit son cœur se serrer, au fond de sa poitrine. La maison de son père, située dans la banlieue paisible de Meudon. C'était une bâtisse à 2 étages, dotée d'un petit jardin, dont elle avait hérité il y a 2 ans, après la mystérieuse disparition de son père. Officiellement, Michel était considéré comme mort en service, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Marguerite croyait toujours, au fond de son âme, qu'il était en vie, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas la contacter pour des raisons de sécurité. Pourquoi voudrais-je la vendre ? Eh bien, réfléchis un peu. La maison est vide, il faut l'entretenir, payer les taxes foncières. Et l'argent de la vente, on pourrait l'investir dans quelque chose d'utile. Dans quoi, par exemple ? Il y a plein de possibilités. Agrandir notre appartement, acheter une nouvelle voiture de sport, ou encore partir en vacances à l'étranger. Nous avons toujours rêvé d'aller en Italie, non ? Marguerite fronça les sourcils. Oui, il rêvait effectivement d'un voyage en Italie, mais Constantin n'avait jamais suggéré de vendre la maison de son père pour financer un tel projet. Au contraire, il comprenait, autrefois, à quel point ce lieu comptait pour elle. Constantin, nous en avons déjà parlé, à maintes reprises. Je ne vends pas la maison. Du moins, pas pour le moment. Pas pour le moment ? Margot, sois un peu réaliste. Ton père. Michel ne reviendra pas. Cela fait déjà 2 ans qu'il a disparu. Ne dis jamais ça. Désolé, je ne voulais pas te faire de la peine. Je pense juste qu'il est grand temps d'avancer. Nous vivons déjà très bien. Nous avons un bel appartement. Du travail, un salaire confortable. Pourquoi s'entêter à garder cette maison ? Mais bon, d'accord, oublie ce que j'ai dit.
On se voit ce soir. Constantin raccrocha précipitamment, et Marguerite resta un long moment, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Cette conversation avait été très étrange. Son mari cachait manifestement quelque chose, mais quoi exactement? Elle essaya de se remettre au travail, mais il lui fut impossible de se concentrer. Ses pensées retournaient, sans cesse, vers la maison de son père. Michel travaillait dans une unité spéciale de la police nationale, s'occupant d'affaires sensibles, dont il ne parlait presque jamais en famille. Il y a 2 ans, il avait disparu après une énième mission à haut risque. Ses collègues avaient, par la suite, mentionné une fuite d'informations dramatique. Quelqu'un avait trahi leur groupe d'intervention. Son père, ainsi que 3 autres agents, avaient été officiellement déclarés morts au combat. Mais Marguerite n'y croyait pas une seconde. Son père était beaucoup trop expérimenté, et surtout, bien trop prudent pour mourir ainsi. Avant sa disparition, il était devenu nerveux, rentrait souvent tard dans la nuit, et parlait parfois au téléphone en chuchotant. Le dernier jour, quand elle était passée le voir à Meudon, il l'avait serré dans ses bras avec une force inhabituelle, en lui glissant à l'oreille « Prends bien soin de toi, ma chérie. S'il arrive quoi que ce soit, sache que je serai toujours là pour toi. » 1 heure après cette première conversation étrange avec son mari, le téléphone sonna de nouveau. « Margot, c'est encore moi. Dis-moi, les clés de la maison de ton père, elles sont bien chez toi? » « Bien sûr qu'elles sont chez moi. Où veux-tu qu'elles soient? » Je demande, c'est tout. Et les documents de propriété, tu les as gardés aussi? Oui. Constantin, c'est quoi cet interrogatoire? Pourquoi as-tu subitement besoin de ces papiers? Non, non, je n'en ai pas besoin. Je me disais juste que, peut-être, on devrait les mettre dans un coffre à la banque, pour plus de sécurité. Quelle sécurité? Les documents sont déjà bien à l'abri, dans notre propre coffre-fort. Ah oui, bien sûr. C'était juste une idée qui me passait par la tête. Bon, n'y prête pas attention. Continue de travailler tranquillement. Marguerite posa le téléphone, plongée dans de profondes réflexions. 2 appels en 1 heure, tous 2 à propos de cette maison. Cela n'était absolument jamais arrivé auparavant. Constantin avait toujours évité ce sujet avec délicatesse, sachant à quel point il ravivait des blessures pour elle. Elle se leva de sa chaise, puis s'approcha de la fenêtre du salon. Dehors, une fine pluie d'automne tombait sur Paris. Les passants marchaient à la hâte, dissimulés sous leur parapluie. C'était une journée d'automne ordinaire. Rien de spécial. Alors pourquoi se sentait-elle si angoissée? Le téléphone sonna pour la 3e fois de l'après-midi. Allô? Margot, je suis vraiment désolée de te déranger encore une fois. Je voulais juste te demander, es-tu allée à la maison, ces derniers temps? Quelle maison? Bah, celle de ton père, à Meudon. Non, je n'y suis pas allée. Mais pourquoi cette question? Comme ça, par simple curiosité. Et la dernière fois que tu y as mis les pieds, c'était quand? Marguerite s'assit lourdement sur le canapé. 3 appels en 1 heure et demie, toujours sur le même sujet insistant. Il se passait, de toute évidence, quelque chose de tout à fait anormal. Il y a 3 mois environ. J'ai aéré les pièces, et j'ai vérifié que tout était en ordre. Constantin, explique-moi enfin de quoi il s'agit. De rien du tout, je t'assure. Je pensais juste qu'on pourrait y faire un tour ce week-end, pour nettoyer le jardin, et ramasser les feuilles mortes. Pourquoi? Cela ne t'a jamais intéressé de le faire auparavant. J'ai juste envie de t'aider, pour une fois. Je sais à quel point c'est difficile pour toi, sur le plan émotionnel, d'y aller toute seule. C'était vrai, sur ce point. Marguerite devait, à chaque fois, se faire violence pour retourner dans ce lieu chargé de souvenirs. Elle espérait toujours y trouver un signe, une preuve tangible que son père était vivant. Mais la bâtisse l'accueillait, invariablement, avec son silence et son vide glacial. D'accord, nous irons samedi, accepta-t-elle, à contre-cœur. Parfait. C'est entendu alors.
À ce soir, mon amour. Après ce troisième appel, Marguerite perdit définitivement toute capacité à se concentrer sur ses plans. Elle faisait les 100 pas dans l'appartement, essayant de comprendre le comportement erratique de son mari. Constantin agissait comme s'il complotait quelque chose dans son dos. Mais quoi, exactement? Vers 15 heures, elle eut une illumination soudaine. Et si elle vérifiait par elle-même? Elle ouvrit son ordinateur portable, et se connecta à sa boîte de messagerie électronique. Quelques jours plus tôt, elle avait remarqué qu'une connexion à son compte avait été effectuée depuis un autre appareil. Sur le moment, elle avait pensé à un bug du système, mais maintenant, elle décida d'examiner l'historique des connexions avec minutie. Effectivement, quelqu'un consultait régulièrement ses emails, depuis une adresse IP inconnue. Et ce, toujours pendant les heures de bureau, lorsqu'elle n'était pas chez elle. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Qui pouvait bien connaître son mot de passe? Seulement ses proches. Seulement Constantin. Mais pourquoi aurait-il besoin de lire son courrier privé? Marguerite ouvrit le dossier des messages envoyés, et commença à parcourir les échanges des derniers mois. Rien de spécial au début. Des emails professionnels, des messages à ses amis, des factures. Stop. Dans la correspondance avec le notaire qui gérait la succession, il y avait un message qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir rédigé. Un email, envoyé en son propre nom, demandait au notaire une estimation précise de la valeur marchande de la maison. Le sang de Marguerite ne fit qu'un tour. Elle n'avait jamais envoyé ce message. En examinant frénétiquement le reste, elle trouva d'autres requêtes très suspectes. Une demande envoyée à une grande agence immobilière de la région, pour une évaluation rapide du bien. Un email à son conseiller bancaire, pour calculer les bénéfices nets d'une vente. Et le plus troublant, un message adressé à un détective privé, demandant de vérifier la validité juridique des actes de propriété de la maison de Meudon. Tous ces emails avaient été envoyés depuis son compte, mais elle n'en était absolument pas l'auteur. C'était donc Constantin. Mais pourquoi agissait-il de la sorte, en lui cachant tout? Et surtout, pourquoi avait-il soudainement besoin de connaître le prix de la maison? Elle referma son ordinateur, abasourdie par la trahison. Ses pensées s'embrouillaient, mais une évidence s'imposait, son mari préparait quelque chose de grave concernant la maison de son père, et il avait la ferme intention d'agir sans son consentement. À 17 heures précises, la sonnette de l'appartement retentit. Marguerite s'approcha du Judas, et vit un inconnu vêtu d'un costume strict, un dossier en cuir à la main. « Qui est là » demanda-t-elle, méfiante. « Bonjour, madame. Je m'appelle Hugo, de l'agence immobilière La Maison Parisienne. Nous avions convenu d'un rendez-vous. » « Quel rendez-vous ? Je n'ai pris aucun rendez-vous avec une agence. » »« Comment ça ? Votre mari, monsieur Constantin, m'a demandé de me déplacer pour estimer votre patrimoine immobilier. » Marguerite sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ainsi, Constantin ne s'était pas contenté de se renseigner par email, il invitait déjà des experts immobiliers chez eux. « Je suis désolé, monsieur, mais c'est un terrible malentendu. Mon mari n'avait aucun droit de fixer un tel rendez-vous sans mon accord préalable. Mais il m'a assuré, au téléphone, que vous étiez parfaitement d'accord pour vendre la maison située à Meudon. » « Non, je refuse catégoriquement de vendre quoi que ce soit. » L'homme la regarda, l'air profondément confus et gêné. « Je comprends, il y a eu une confusion. Veuillez m'excuser pour le dérangement, madame. » Il fit demi-tour, laissant Marguerite seule dans l'entrée, le cœur battant à la chamade. Voilà donc l'explication de son étrange comportement. Constantin organisait, dans son dos, la vente pure et simple de la maison. C'est pour cela qu'il n'arrêtait pas d'appeler, pour s'assurer qu'elle restait bien enfermée chez elle, pendant que lui tirait les ficelles. Elle attrapa son téléphone avec rage, et composa le numéro de son mari. « Constantin, il faut qu'on parle, tout de suite. »« Que s'est-il passé, ma chérie ? » ?»« Un agent immobilier vient de sonner à la porte. Il m'a dit que c'est toi qui lui avais donné rendez-vous. » Un long silence pesant s'installa au bout du fil. « Margot, je peux tout expliquer.
J'écoute. Et ça a intérêt à être bon. Je voulais juste savoir combien valait la maison. Par simple curiosité, je te jure. Par curiosité? Et c'est pour ça que tu as fouillé dans ma boîte mail et envoyé des messages en mon nom, en te faisant passer pour moi? Nouveau silence, encore plus lourd et révélateur. Tu as vérifié tes emails? Oui, j'ai vérifié. Et j'ai trouvé tes messages au notaire, à la banque, et à l'agence immobilière. Constantin, à quoi tu joues bon sang? D'accord, d'accord. Je rentre à la maison tout de suite, et je t'explique tout de vive voix. Rentre vite. Et ton explication a intérêt à être très, très convaincante. 1 heure plus tard, Constantin franchit la porte d'entrée. Marguerite l'attendait dans le salon, assise bien droite sur le canapé. Son mari avait l'air coupable, le regard fuyant et totalement désemparé. Margot, pardonne-moi, je t'en prie. Je ne voulais pas te mentir de cette façon. Alors pourquoi l'as-tu fait? Parce que je savais très bien que tu refuserais de vendre. Et le fait est que nous avons cruellement besoin de cet argent, maintenant. Quel argent? Ce que nous gagnons tous les deux nous suffit amplement pour vivre. Constantin s'assit en face de sa femme, en poussant un profond soupir de désespoir. Ce n'est pas pour nous, Margot. C'est pour Lucille. Lucille était la petite sœur de Constantin. À 30 ans passés, elle était toujours célibataire, et changeait constamment de travail et de lubie. Depuis 2 ans, elle rêvait d'ouvrir un luxueux salon de beauté, mais elle n'avait évidemment pas les fonds nécessaires pour se lancer. Quel est le rapport avec Lucille, s'agaça Marguerite. Elle s'est lourdement endettée. De très, très graves dettes. Marguerite sentit une boule glacée se former dans son estomac. Quelle dette? Elle a souscrit un prêt énorme, pour financer l'ouverture de son salon. Mais ensuite, il s'est avéré que le local commercial qu'elle louait n'était pas du tout aux normes. Il y a eu des problèmes administratifs sans fin, des règles sanitaires non respectées. Bref, le salon n'a jamais pu ouvrir ses portes, mais le crédit, lui, est resté à rembourser. Et combien doit-elle à sa banque? 800 000 euros. Marguerite eut un soudain vertige. 800 000 euros? Mais comment a-t-elle pu obtenir une telle somme? Oui, c'est énorme. Et maintenant, les créanciers exigent le remboursement immédiat de la totalité. Ils la menacent d'un procès retentissant, et d'une saisie de tous ses biens. Mais en quoi cela nous concerne-t-il, Constantin? Ce sont ses dettes. Qu'elle se débrouille avec ses erreurs. Margot, c'est ma petite sœur. Je ne peux tout de même pas la laisser faire faillite, et finir à la rue. Et pour la sauver, tu peux te permettre de vendre la maison de mon père, sans même me demander mon avis? Constantin baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je pensais que tu comprendrais la situation. Nous sommes une famille, après tout, nous devons nous entraider dans les moments difficiles. Une famille? Et moi, je ne suis pas ta famille, peut-être? Pourquoi la vie de ta sœur, et ses dettes, comptent-ils plus que moi et mes sentiments? Ce n'est pas une question de préférence. C'est juste que Lucille n'a personne d'autre vers qui se tourner en ce moment. Et la maison de ton père est vide, elle ne sert absolument à rien. Marguerite se leva, indignée, pour s'approcher de la fenêtre. Il faisait déjà nuit noire dehors, les lampadaires parisiens étaient allumés. Une soirée banale dans une ville banale, mais sa vie, à elle, venait de basculer de façon irréversible en une seule journée. Constantin, te rends-tu compte de ce que tu es en train de faire? Cette maison, c'est le seul bien qu'il me reste de mon père. Mon unique lien tangible avec lui. Margot, écoute-moi bien, ton père ne reviendra pas. Il est temps de l'accepter, une bonne fois pour toutes. Ne t'avise pas. Marguerite se retourna brusquement, les yeux foudroyants. Ne t'avise jamais de me dire ce que je dois accepter ou non. Pardon, je ne voulais pas te blesser. Bien sûr que si, tu le voulais. Sinon, tu n'aurais pas comploté misérablement dans mon dos, pour vendre ce qui m'appartient.
Constantin se leva, essayant de s'approcher d'elle pour la calmer, mais elle recula d'un pas sec. Margot, s'il te plaît, asseyons-nous et discutons calmement. Lucille est vraiment dans une situation désespérée. Et moi, je ne suis pas dans une situation désespérée, peut-être. En découvrant, par hasard, que mon propre mari me manipule, fouille mes affaires, et veut vendre ce que j'ai de plus précieux au monde. À cet instant précis, le téléphone de Constantin se mit à sonner avec insistance. Il regarda l'écran, et son visage se ferma d'un coup. C'est Lucille. Réponds-lui. Lulu, salut. Oui, je suis rentrée à la maison. Quoi? Quand ça? Mon Dieu. D'accord, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Il raccrocha le téléphone, et regarda sa femme avec un effroi non dissimulé. Que se passe-t-il encore? Demanda-t-elle, à bout de nerfs. Des envoyés des créanciers sont venus voir Lucille à son appartement. Ils lui ont dit que si elle ne remboursait pas la totalité d'ici la fin de la semaine, elle aurait de très graves ennuis. Pas juste un procès financier. De graves ennuis physiques. Marguerite sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Quel genre d'ennui physique? Elle n'a pas tout compris, elle pleurait. Ils parlaient par allusions sombres, mais ils étaient trois, très imposants et menaçants. Constantin, dans quel pétrin ta sœur s'est-elle fourrée, exactement? Je n'en sais rien, Margot. Elle m'avait pourtant assuré qu'elle avait pris un prêt dans une banque classique. Les banques classiques n'envoient pas de gros bras pour proférer des menaces de mort à domicile. C'est bien ce que je me dis. Il faut que j'y aille immédiatement, pour tirer ça au clair avec elle. Vas-y. Et moi, pendant ce temps, je vais réfléchir très sérieusement à la suite de notre mariage. Constantin lui déposa un baiser maladroit sur la joue, et se précipita vers la sortie sans un mot de plus. Margot, nous trouverons une solution, je te le promets, lança-t-il avant de claquer la porte. Il partit, laissant Marguerite seule avec ses angoisses naissantes. Cette histoire devenait de plus en plus trouble, et prenait une tournure dangereuse. En réalité, Lucille ne s'était pas endettée auprès d'un organisme de crédit classique, mais auprès de créanciers douteux, sûrement issus du milieu criminel. Et maintenant, ces individus la menaçaient, elle, et par extension, toute la famille. Mais quel était le lien direct avec la maison de son père? Marguerite s'approcha du coffre-fort mural, composa le code, et en sortit le dossier immobilier. Des papiers tout à fait ordinaires, l'acte de propriété notarié, le diagnostic technique, l'avis de taxe foncière. Rien de spécial à première vue. Ou alors, y avait-il quelque chose qui lui échappait totalement? Elle examina les documents un par un, avec une attention renouvelée. La maison avait été construite il y a une vingtaine d'années. Son père l'avait achetée à l'époque où elle était encore étudiante en architecture. Ce n'était, au départ, qu'un simple terrain avec une bicoque à Meudon, un quartier de banlieue paisible mais sans grand prestige. Aujourd'hui, cependant, d'après les recherches furtives de Constantin, la bâtisse entièrement rénovée valait environ 1 200 000 €. En 20 ans, les prix de l'immobilier en région parisienne avaient littéralement explosé. Cette somme était largement suffisante pour éponger les dettes colossales de Lucille, avec même une belle marge. Mais Marguerite ne comptait pas céder, elle refusait catégoriquement de sacrifier son dernier lien paternel pour une belle-sœur irresponsable, qui s'était mise en danger de mort par pure bêtise. Vers 23 heures, la clé tourna dans la serrure. Constantin rentra enfin. Il avait l'air encore plus épuisé et défait que le matin même. Alors, comment va ta sœur? Demanda Marguerite, croisant les bras. Mal. Très, très mal. Il s'assit lourdement sur le canapé, se frottant le visage avec désespoir. Margot, tu avais raison, elle n'a effectivement pas emprunté cet argent à une banque. À qui, alors? À des investisseurs privés de l'ombre. Ils lui ont proposé un crédit à un taux très bas, de manière très rapide, sans exiger de fiche de paie, ni de garant solide. Lucille a cru à un miracle tombé du ciel, et elle a signé le contrat dans la précipitation, sans même le lire attentivement. Évidemment. Typique de Lucille.
Mais maintenant, il s'avère qu'une clause minuscule stipule qu'en cas de non-remboursement à la date butoir, le débiteur a l'obligation légale de trouver des garants, pour payer à sa place, parmi les membres de sa famille proche. Un frisson glacial parcourut tout le corps de Marguerite. Autrement dit, tu es en train de me dire que c'est nous qui sommes désormais responsables de ces dettes mafieuses? Juridiquement parlant, non. Nous n'avons absolument rien signé. Mais ces gens-là ont leur propre logique, et ils s'assoient sur la loi. Qui sont ces gens, Constantin? Ceux qui ont prêté l'argent. Ils ont clairement dit à Lucille qu'ils nous connaissaient, qu'ils savaient où nous habitons tous les deux, où nous travaillons, et surtout, qu'ils connaissent l'existence de ta maison à Meudon. Marguerite se leva brusquement, sentant la colère monter. Ça veut dire qu'ils ont sciemment prêté cet argent à Lucille, en sachant très bien, dès le départ, qu'elle a des proches avec un patrimoine immobilier facile à saisir? Je n'en sais rien, Margot. C'est fort possible. Et que propose-t-il pour régler ça? Lucille doit vendre un bien de grande valeur, appartenant à la famille, pour rembourser la dette rubis sur l'ongle. Ensuite, ils promettent de la laisser tranquille, et de disparaître. Et si elle ne vend rien du tout? Dans ce cas, la voix de Constantin trembla, ils trouveront d'autres méthodes, beaucoup moins diplomatiques, pour récupérer leur dû. Marguerite s'assit face à son mari, le regard déterminé et implacable. Constantin, écoute-moi bien, et ne me fais pas répéter. Je ne vendrai jamais la maison de mon père. Ni pour tout l'or du monde, ni sous la menace de tes créanciers. Mais, Margot, essaie de comprendre. Il n'y a pas de « mais » qui tienne. Lucille est une femme adulte, elle a pris la décision stupide de souscrire ce prêt toxique, c'est à elle d'en assumer l'entière responsabilité, et les conséquences. Et si ces gens mettent leurs menaces à exécution? S'ils sont vraiment dangereux? Alors, qu'elle aille immédiatement porter plainte à la police, comme n'importe quel citoyen. À la police? Margot, tu rêves. Si elle a affaire à des criminels qui détestent la publicité, aller voir la police ne fera qu'aggraver la situation, et signer son arrêt de mort. C'est son problème, Constantin, pas le nôtre. Je refuse de payer pour ses erreurs. Constantin poussa un lourd soupir, les larmes aux yeux. Très bien, je comprends ta position ferme, mais je t'en supplie, réfléchis-y encore une fois, à tête reposée. La maison est de toute façon vide, et cet argent pourrait, littéralement, sauver la vie de Lucille. J'y réfléchirai, mentit Marguerite, pour couper court à la discussion. Mais il n'y avait plus rien à réfléchir. Sa décision intime était déjà prise. Cette nuit-là, cependant, elle eut beaucoup de mal à fermer l'œil. Les pensées se bousculaient dans son esprit en ébullition, son cœur palpitait au moindre bruit. En une seule petite journée, sa vie tranquille et rangée s'était transformée en un véritable polar poisseux. Constantin la manipulait pour la voler, Lucille était aux prises avec de dangereux usuriers, et maintenant, c'était sa propre sécurité qui était menacée. Mais le plus troublant dans toute cette sombre histoire, c'était un détail très précis qui ne collait pas. Si ces criminels connaissaient l'existence et la valeur de la maison, comment l'avaient-ils appris? Elle n'en avait jamais parlé à personne d'autre qu'à ses proches. Et Constantin n'était pas du genre bavard avec des inconnus. L'information avait donc fuité ailleurs. Mais d'où? Au matin, Marguerite se réveilla avec un terrible mal de crâne, et un sombre pressentiment qui lui tordait le ventre. Constantin était déjà parti travailler très tôt, sans même attendre qu'elle se lève. Sur la table de la cuisine, un post-it l'attendait, « Pardonne-moi pour hier soir. On en reparle ce soir au calme. Je t'aime. » Marguerite froissa le papier avec dégoût, et le jeta à la poubelle. À 10 heures tapantes, son téléphone vibra. Elle reçut un SMS provenant d'un numéro totalement inconnu, ne vend surtout pas la maison. Il y a ce qu'il cherche depuis 2 ans à l'intérieur. Papa. Marguerite fixa l'écran lumineux, pétrifiée d'effroi et de surprise. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que les murs en tremblaient. Papa? Mais c'était techniquement impossible. Michel était officiellement décédé depuis 2 longues années. Ses collègues l'avaient confirmé de vive voix, l'État lui avait rendu hommage.
Ou peut-être. Ne l'était-il pas? Les mains tremblantes, elle relut le court message. Ce qu'il cherche depuis 2 ans. Que cherchait-il exactement? Qui étaient ces fameux « ils » ? Et surtout, qui d'autre pouvait savoir que quelque chose de précieux était caché dans cette maison? Marguerite attrapa sa veste en cuir, et sortit précipitamment de l'appartement. Il fallait absolument aller à Meudon, pour fouiller la maison de fond en comble. Si son père était vraiment en vie, s'il essayait de la contacter par des moyens détournés, elle devait trouver des indices. En chemin, assise dans le RER, elle tenta de joindre Constantin, mais son téléphone basculait directement sur messagerie. C'était très inhabituel, il gardait toujours son portable allumé au bureau pour ses clients. Le trajet en transport dura 1h30. Assise près de la fenêtre, Marguerite ressassait inlassablement ce message. Si c'était bien son père qui l'avait envoyé, où se cachait-il depuis tout ce temps? Pourquoi ne venait-il pas la voir en personne? Et que cachaient ces îles, qui cherchaient un objet pendant 2 ans? Et si ce n'était pas lui l'auteur du SMS, mais quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui connaissait leurs secrets les plus intimes, et qui voulait l'aider? Ou au contraire, l'attirer dans un piège mortel? La maison de Meudon l'accueillit dans un silence absolu, imprégné de l'odeur humide des feuilles d'automne. Marguerite ouvrit le portail en fer forgé, et s'avança lentement vers le porche. Tout semblait normal de l'extérieur, le jardin était bien entretenu, les fenêtres étaient propres, la porte d'entrée était intacte. Mais quelque chose clochait, imperceptiblement. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais son instinct lui hurlait qu'un détail avait changé, comme si quelqu'un était venu s'introduire ici. Elle déverrouilla la porte prudemment, et entra. Dans le vestibule, au lieu de l'habituelle odeur de renfermé, flottait un parfum léger, mais terriblement familier. L'eau de Cologne de son père. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Papa » appela-t-elle, d'une voix douce et tremblante. « Papa, tu es là? Réponds-moi. » Un silence total lui répondit. Marguerite parcourut les différentes pièces du rez-de-chaussée. Tout était parfaitement à sa place, mais la désagréable sensation d'une présence étrangère ne la quittait pas d'une semelle. Dans le bureau de son père, elle remarqua soudain que les livres, sur l'étagère en chêne massif, n'étaient plus alignés exactement de la même façon. Et sur le sous-main du bureau, il y avait un stylo-plume qui n'y était pas auparavant. Elle ouvrit les tiroirs, un, rien de particulier. Elle regarda sous le canapé, derrière l'armoire normande, inspecta avec soin toutes les cachettes possibles et imaginables. Toujours rien. Alors, de quoi parlait ce mystérieux expéditeur du SMS? Ce qu'il cherche depuis 2 ans. Mais quoi, à la fin? Marguerite s'assit dans le vieux fauteuil paternel en cuir, fermant les yeux, essayant de se remémorer les jours précis précédant sa disparition brutale. Michel était très tendu à l'époque, pendu au téléphone à des heures indues, évoquant à demi-mot une affaire cruciale qui allait faire du bruit. Et il avait caché quelque chose, elle en était sûre. Elle se souvenait d'être entrée à l'improviste dans ce même bureau, et de l'avoir vu dissimuler précipitamment des dossiers volumineux dans son attaché-caisse. Des papiers de travail, ma chérie. C'est strictement confidentiel, tu ne dois rien savoir, pour ta propre sécurité, avait-il balbutié alors. Et si ces fameux dossiers étaient toujours là, quelque part dans la maison? S'il les avait cachés si minutieusement que même ses ennemis, après l'avoir fouillé, ne les avaient jamais trouvés? Elle se leva d'un bond, et commença à fouiller la pièce de manière frénétique et méthodique. Elle tapota les murs à la recherche d'un creux, vérifia les lattes du plancher, regarda derrière chaque tableau accroché. Dans les films policiers, c'est toujours comme ça qu'on trouve les passages secrets. Mais dans la vraie vie, l'exercice s'avérait bien plus complexe. Pas de son creux révélateur, pas de panneau caché dissimulé derrière une bibliothèque. Elle passa ensuite dans la chambre à coucher. Là aussi, tout était intact, figé dans le temps, le lit fait, l'armoire fermée, la commode sans poussière. Sur la table de nuit, un livre de poche reposait, avec un marque-page inséré vers le milieu. C'était un roman d'espionnage classique. Curieuse, Marguerite l'ouvrit. En guise de marque-page, un petit bout de papier corné portait l'écriture manuscrite indéniable de son père, Margot.
Si tu lis ceci un jour, c'est que j'avais raison de me méfier. Cherche attentivement à l'endroit exact où nous avons parlé de ton avenir professionnel pour la première fois. Marguerite relut le mot plusieurs fois, le souffle court. L'endroit où nous avons parlé de ton avenir. Qu'est-ce que cela voulait dire, concrètement? Puis, le souvenir lui revint, net et foudroyant. Lorsqu'elle avait 17 ans, son père l'avait amenée ici pour la toute première fois. Il venait d'acheter le terrain en friche, la maison était encore en phase de gros œuvres. Il s'était assis sur les fondations en ciment de la future véranda. Et c'est là, face au soleil couchant, qu'il lui avait dit qu'un jour, avec ses talents d'architecte, cette maison deviendrait son nid familial, et qu'elle devait poursuivre ses études pour bâtir de grandes choses. La véranda. Elle sortit en courant, le cœur battant, et contourna la bâtisse en briques. La véranda avait été ajoutée bien plus tard, une fois la construction principale totalement achevée. Ses fondations étaient donc distinctes, d'une coulée plus récente. Elle descendit prudemment au sous-sol humide, jusqu'à l'endroit précis où les deux fondations se rejoignaient en un mur porteur. Là, dans un coin sombre, quelques briques semblaient légèrement plus claires que les autres, avec un mortier moins patiné par le temps. Marguerite courut chercher un marteau et un burin dans la lourde caisse à outils de son père, et tapa doucement sur les briques claires. Le son était sourd, étonnamment creux. Son rythme cardiaque s'accéléra encore. Avec une précaution infinie, elle commença à gratter le mortier friable autour des joints. Le travail était physiquement épuisant, ses bras frêles la faisaient souffrir, mais l'adrénaline l'empêchait de s'arrêter. Au bout d'une bonne demi-heure d'effort, elle parvint enfin à retirer la première brique. Derrière le trou béant, se trouvait une petite niche obscure, contenant une boîte métallique verrouillée. Elle la sortit, et força la serrure avec le burin. À l'intérieur, bien protégée de l'humidité, d'épais documents, une clé USB cryptée, et une autre note manuscrite de son père. Ma fille chérie, si tu as trouvé ceci, c'est qu'il m'est arrivé malheur, ou que je suis en cavale. Ces documents contiennent des preuves explosives sur un vaste réseau de corruption, agissant au sein même de la direction des forces de l'ordre. Les personnes haut placées impliquées dans ce scandale sont extrêmement dangereuses, et n'ont reculé devant rien. Elles ont assassiné mes collègues pour étouffer l'affaire, et me traquent sans relâche depuis 2 ans pour récupérer ces dossiers compromettants. N'essaie surtout pas d'agir seul, ni de jouer aux justicières. Remets immédiatement tout ce dossier au procureur de la République en main propre. Et n'oublie jamais, quoi qu'il arrive, je t'aime plus que ma propre vie. Ton papa. Les mains tremblantes, Marguerite feuilleta les papiers couverts de surligneurs, des noms de gradés, des chiffres de comptes offshore, des schémas de blanchiment, des photos de rencontres clandestines. Elle ne comprenait pas la moitié du jargon juridique écrit, mais il était évident qu'il s'agissait de sommes colossales d'argent sale, et d'hommes très puissants prêts à tout pour protéger leurs secrets. Soudain, au-dessus d'elle, la lourde porte d'entrée claqua. Marguerite se figea, glacée d'effroi. Elle était pourtant certaine d'avoir verrouillé la porte derrière elle en entrant. Qui venait de pénétrer dans la maison? Des pas étouffés, lourds et méthodiques, résonnèrent dans le couloir du rez-de-chaussée. Quelqu'un marchait dans la maison, prudemment, cherchant visiblement à ne pas faire de bruit. Marguerite fourra précipitamment les documents dans la boîte métallique, qu'elle cacha maladroitement dans son dos. Elle devait absolument sortir de ce sous-sol, mais l'unique escalier en bois menait directement à l'intrus. Les pas se rapprochèrent inexorablement de la porte de la cave. Elle éteignit la lampe torche de son téléphone d'un geste sec, et se tapit dans l'obscurité la plus totale, derrière un vieux meuble. Son cœur battait avec une telle force, qu'elle craignait qu'on l'entende depuis le rez-de-chaussée. La porte de la cave grinça sinistrement. Quelqu'un descendait, balayant les marches de béton avec une lampe torche puissante. « Il y a eu quelqu'un ici très récemment », dit une voix d'homme, grave et menaçante. Regarde par terre, la poussière de ciment est fraîche, les briques ont été bougées. Vérifie immédiatement ce qu'il y avait à l'intérieur de cette cache, ordonna une seconde voix, plus autoritaire. Marguerite comprit tout de suite la situation. Ce n'était pas son père qui revenait. C'étaient les hommes de main qui cherchaient ces foutus documents depuis 2 longues années. Le faisceau lumineux, aveuglant,
balaya les murs du sous-sol, s'arrêtant sur le mur éventré, sans atteindre sa cachette précaire. La planque est totalement vide, patron. Quelqu'un nous a devancés de peu. Merde, c'est pas possible. Les documents ne sont plus là. C'est sûrement la fille du flic qui les a pris. Elle est la seule à avoir un accès libre à la maison. Dans ce cas, on va devoir discuter sérieusement avec elle. Une discussion très musclée. Marguerite serra la boîte glacée contre sa poitrine, étouffant un cri. Ces criminels la connaissaient parfaitement, et projetaient de s'en prendre physiquement à elle pour récupérer les preuves. On se tire d'ici, Fissa. Il n'y a plus rien à chercher dans ce trou. Les palos remontèrent l'escalier, et s'éloignèrent. La porte d'entrée claqua de nouveau, suivie du bruit d'un moteur de voiture qui démarrait en trombe. Marguerite resta terrée dans son coin pendant 10 bonnes minutes, n'osant pas bouger le petit doigt, terrifiée à l'idée qu'un des hommes soit resté en embuscade. Puis, elle remonta avec une prudence infinie, le souffle court. La maison était vide, mais sur la table de la cuisine, bien en évidence, quelqu'un avait déposé une carte de visite, noire, sans aucun nom. Juste un numéro de téléphone portable, et une phrase manuscrite au dos, « Appelez ce numéro quand vous aurez trouvé ce que nous cherchons. Vous avez exactement 24 heures. » Marguerite attrapa la boîte, et s'enfuit de la maison en courant, refermant la grille à clé. Il fallait rentrer d'urgence à Paris, et décider de la marche à suivre. Assise dans le bus du retour, elle relut la lettre d'avertissement de son père. Remets tout au procureur. Mais comment faire aveuglément confiance à la justice, si ce vaste réseau de corruption gangrenait la police elle-même, jusqu'aux plus hautes sphères? Et s'il y avait des taupes parmi les magistrats, prêts à étouffer l'affaire? Elle sortit son téléphone, et relut à nouveau le message reçu le matin, ne vends surtout pas la maison. Il y a ce qu'il cherche depuis 2 ans. Papa. Si ce message venait vraiment de son père, cela prouvait incontestablement qu'il était au courant de la situation actuelle. Qu'il veillait sur elle, cachée quelque part dans l'ombre de la ville. Mais pourquoi refuser de se montrer au grand jour, s'il savait qu'elle était en danger de mort? Il faisait nuit noire lorsqu'elle arriva devant son immeuble. Constantin n'était pas encore rentré, ce qui était très inhabituel de sa part, puisqu'il finissait toujours son travail à 18 heures précises. Elle cacha la précieuse boîte avec les documents dans son propre coffre-fort personnel, dont elle seule connaissait le code, et tenta de mettre un peu d'ordre dans ses idées bouillonnantes. Trop de choses folles s'étaient produites en l'espace d'une seule journée. Les appels suspects et insistants de son mari, la visite surprise de l'agent immobilier, l'histoire rocambolesque des dettes de Lucille, et maintenant, ce message salvateur, cette cachette secrète, et ces voyous armés qui la menaçaient directement. Tous ces événements d'apparence décousue étaient intimement liés entre eux. Mais de quelle manière, exactement? Et si l'intérêt soudain, et pressant, de Constantin pour la vente de la maison n'était pas du tout fortuit? Et s'il savait pertinemment pour les documents cachés? Mais comment, par quel miracle, aurait-il pu être au courant de ce secret d'État? À 20 heures, toujours aucune trace de son mari. Elle l'appela à plusieurs reprises, mais le téléphone basculait systématiquement sur la messagerie. À 21 heures, elle commença sérieusement à paniquer, imaginant le pire. Constantin ne disparaissait jamais ainsi sans prévenir. À 22 heures tapantes, la porte s'ouvrit. Il franchit enfin le seuil, le teint blafard, l'air terrorisé et complètement épuisé. « Où étais-tu passé ?» explosa Marguerite. « J'étais morte d'inquiétude. J'étais chez Lucille. La situation est très grave, Margot. » Il s'effondra sur le canapé du salon, et se frotta le visage avec nervosité. Les usuriers sont revenus la voir. Et cette fois, ils ne réclament plus 800 000 euros, mais 1 200 000. Pourquoi une telle augmentation, c'est absurde. Ils disent que c'est à cause des pénalités de retard accumulées. Des pénalités exorbitantes, calculées par jour. Marguerite sentit un frisson d'horreur lui parcourir le dos. 1 200 000 euros. C'était, à l'euro près, l'estimation exacte de sa maison de Meudon. Et que propose-t-il pour régler ça, demanda-t-elle, feignant l'ignorance.
La même chose qu'avant. Lucille doit trouver un proche, disposé à vendre un bien immobilier sur le champ, pour solder la dette totale. Et si elle ne trouve personne pour se sacrifier? Constantin baissa les yeux, incapable d'affronter son regard inquisiteur. Parle. Alors, ils seront contraints d'employer d'autres méthodes de persuasion. Ils n'ont pas donné de détails sordides, mais Lucille est absolument terrifiée pour sa vie. Marguerite fit les 100 pas dans le salon, réfléchissant à toute allure. Le puzzle machiavélique s'assemblait enfin. Lucille avait emprunté à des individus qui connaissaient l'existence, et la valeur, de la maison. Ces criminels lui avaient tendu un piège parfait, sachant très bien qu'elle ne pourrait jamais rembourser, pour ensuite exiger le remboursement via la vente de la propriété. Et pourquoi cette maison en particulier? Pour récupérer les documents, bien sûr. Ces hommes étaient les assassins des collègues de son père. Il savait que les preuves accablantes étaient cachées là-bas, mais sans en être légalement les propriétaires, ils ne pouvaient pas la retourner entièrement ni la détruire. Ils avaient donc monté cette arnaque vicieuse autour de Lucille, la sœur naïve. Constantin, dis-moi, depuis quand exactement ta sœur voulait-elle ouvrir ce fameux salon de beauté? Depuis 2 ans, à peu près. Mais pourquoi tu demandes ça? Et depuis quand a-t-elle trouvé ces mystérieux créanciers si généreux? Environ 2 ans aussi. Margot, où veux-tu en venir à la fin? Il y a 2 ans, mon père a mystérieusement disparu. Et il y a 2 ans, pile au même moment, ta sœur décide d'ouvrir un salon de luxe, et trouve ses usuriers sur son chemin. Ça fait beaucoup de coïncidences pour une seule famille, tu ne trouves pas? Constantin, tu ne penses pas que l'affaire de ta sœur est directement liée à la maison de mon père? Mais comment ce serait possible? C'est de la paranoïa. Réfléchis un peu, avec ton cerveau de financier. Lucille emprunte à des criminels avérés. Elle ne peut pas payer. Et ces gens, par le plus grand des hasards, savent pertinemment que sa belle-sœur possède un bien d'une valeur exacte d'1 200 000 €, couvrant au centime près la dette et les pénalités. Constantin fronça les sourcils, semblant soudainement comprendre l'énormité de la chose. Tu crois sincèrement que ce n'est pas un hasard? Je suis persuadé que ta sœur n'est qu'un misérable pion sur un échiquier beaucoup plus vaste. Et nous aussi, on est manipulés. Soudain, on frappa violemment à la porte d'entrée. Pas un simple coup de sonnette poli, mais de grands coups de poing, insistants, sourds et terriblement agressifs. Marguerite et Constantin se regardèrent, stupéfaits par ce vacarme nocturne. « Tu attends quelqu'un à cette heure » murmura-t-elle, la peur au ventre. Non, personne. Les coups redoublèrent de violence, faisant trembler le bois de la porte. Marguerite s'approcha prudemment du Judas, et regarda. Sur le palier se tenait une femme d'âge mûr, vêtue d'un luxueux manteau de fourrure, l'air furieux et déterminé. « Qui est-ce ? » « C'est ma mère, » murmura Constantin, livide. « Ta mère ? Évelyne ? Mais que fait-elle ici à une heure pareille, en frappant comme une folle ? Je n'en sais fichtre rien. » Les coups se transformèrent en un véritable vacarme assourdissant. La femme semblait prête à défoncer la porte à coups de bélier. « Ouvrez immédiatement. »« Je sais très bien que vous êtes là, » hurla-t-elle, à réveiller tout l'immeuble. Marguerite vit la peur panique dans les yeux de son mari. « Constantin, que se passe-t-il, bon sang ? » « Ouvre cette fichue porte, Marguerite, » continuait de hurler la belle-mère. « Il faut qu'on ait une discussion très sérieuse, tout de suite. » Le bruit était insoutenable. Les voisins allaient certainement se réveiller et appeler la police. Marguerite comprit que ce tapage nocturne n'était que le début de la fin. Le monde paisible et structuré qu'elle avait connu ces 4 dernières années s'effondrait misérablement sous ses yeux. Et demain s'annonçait encore pire. Les coups sur la porte devenaient de plus en plus violents. Marguerite sentait littéralement les murs de l'appartement trembler sous l'impact. « Ouvre tout de suite. Je sais que vous vous cachez comme des lâches. » Constantin, blême comme un mort, recula d'un pas, terrifié. « Margot, je t'en prie, n'ouvre pas. Ma mère, dans un état pareil, est capable de dire n'importe quoi, »
de devenir violente. Dans quel état? Qu'est-ce qui lui prend d'agir ainsi? Elle est folle d'inquiétude pour la vie de Lucille. Elle a passé la journée entière à m'appeler au bureau, à me crier dessus pour cette histoire d'argent. Mais la belle-mère, sur le palier, n'avait pas l'intention d'attendre patiemment. Un énorme craquement retentit, elle essayait, de toutes ses forces, d'enfoncer la porte à coups d'épaule. Mon Dieu, mais elle a complètement perdu la tête, murmura Marguerite, sidérée. Marguerite, hurlait Evelyne, la voix brisée par la rage. Je sais que tu m'entends, petite garce. Sur le palier, des portes commençaient à s'ouvrir timidement. Des voix de voisins indignés protestaient contre le bruit, certains menaçaient d'appeler immédiatement le commissariat. Constantin, arrête ta mère, fais quelque chose. J'ai essayé toute la journée, mais elle refuse de m'écouter. Les craquements sinistres s'intensifièrent. Apparemment, Evelyne, malgré son âge, était dotée d'une force insoupçonnée, dopée par l'hystérie. Margot, ouvre la porte, murmura son mari d'une voix suppliante, sinon elle va vraiment la casser en deux. Marguerite s'approcha, le cœur battant, et tourna lentement la clé dans la serrure. Aussitôt, la porte s'ouvrit avec une telle violence qu'elle alla percuter le mur d'entrée. Sa belle-mère fit irruption dans l'appartement tel un ouragan, en hurlant. « Espèce d'idiote, pourquoi n'ai-je pas encore reçu l'argent de la vente de la maison de ton père ?» Marguerite fut pétrifiée par le choc d'une telle agressivité, tandis que son mari, d'une voix faible, ajouta pour sa défense. « Ma mère et moi avons décidé d'investir ce 1 million d'euros dans le salon de beauté de ma sœur. » Marguerite se tourna lentement vers Constantin. Dans ses yeux, il n'y avait plus de confusion, mais une sorte de soumission lâche au destin, et à la volonté de sa mère. « Qu'est-ce que tu viens de dire » murmura-t-elle, incrédule. « Margot, je voulais qu'on en discute calmement, entre nous. Tu as pris cette décision à ma place ? Concernant M1 Héritage ?» Evelyne entra dans le salon, balayant l'espace du regard, comme si elle était chez elle. Dans son luxueux manteau de vison, coiffée et manucurée à la perfection, elle n'avait pas vraiment l'air d'une mère désespérée, poussée à bout par les dettes mafieuses de sa fille. Elle dégageait plutôt une autorité arrogante. « Enfin, nous allons pouvoir discuter entre adultes responsables, » déclara-t-elle avec mépris, en retirant théâtralement son manteau. « Assieds-toi, Marguerite. Nous avons beaucoup de choses importantes à nous dire. Sortez immédiatement de chez moi. » « De chez toi ?» La belle-mère ricana avec une condescendance crasse. « Ma chérie, tu oublies fâcheusement que tu vis maritalement avec mon fils. Donc, légalement et moralement, cet appartement est aussi un peu le mien, et je suis ici chez moi. C'est mon appartement. Je l'ai acheté avec mes économies, bien avant notre mariage. Mais vous êtes mariés depuis 4 ans. Selon la loi, les biens s'entremêlent, et l'argent est partagé. » Marguerite sentit le sol vaciller sous le poids du mensonge. La belle-mère jouait malhonnêtement sur les mots, tentant de la manipuler pour lui faire croire qu'avec les années, Constantin avait acquis des droits inaliénables sur ce logement. « Maman, je t'en prie, n'en rajoute pas, » tenta de tempérer faiblement Constantin. « Tais-toi, » lui aboya Evelyne avec violence. « Tu as déjà tout gâché avec ta mollesse légendaire. » Elle s'installa d'autorité dans le meilleur fauteuil, et sortit une épaisse chemise cartonnée de son sac à main de créateur. « Marguerite, je ne suis pas venue pour me disputer de manière stérile, mais pour régler un problème grave. Nous faisons face à une urgence absolue, qui nécessite une action immédiate de ta part. » « Quelle urgence, à part votre cupidité ? Lucille risque de se faire tuer. Et c'est très sérieux. » Marguerite cligna des yeux, décontenancée. « Quoi ? » Aujourd'hui, les fameux créanciers sont revenus la voir chez elle. Mais sur ce coup-là, ils ne se sont pas contentés de discuter aimablement. Evelyne ouvrit le dossier cartonné, et en sortit plusieurs photos. On y voyait Lucille, le visage tuméfié, et les bras couverts d'ecchymoses. Ils l'ont tabassée sans pitié. Pour l'instant, c'est juste un avertissement sans frais, mais ils ont été clairs,
si l'argent n'est pas versé d'ici demain soir, ils ne s'arrêteront pas à quelques hématomes. Marguerite prit les photos, horrifiée. Lucille était vraiment amochée. Un œil enflé et fermé, la lèvre fendue en sang, et des marques effrayantes de strangulation sur le cou. Mais c'est criminel. Allez tout de suite voir la police. La police? La belle-mère éclata d'un rire sans joie. Ma petite fille, tu ne réalises pas du tout à qui Lucille a affaire. Ce ne sont pas des petits voyous de banlieue. Ce sont des gens très influents, qui ont leurs propres relations au sein même de la police nationale. Alors allez voir les services de renseignement, l'inspection générale, le procureur de la République, qui sais-je? Qui sais-je? Sais-tu au moins qui, précisément, a prêté cet argent à ma fille? Marguerite garda le silence, sachant pertinemment que la réponse allait la glacer. Un colonel au gradé de la police régionale. Son petit business lucratif consiste à prêter de l'argent sale, en sous-main, à des taux usuraires. Et si le pigeon ne peut pas payer, il saisit purement et simplement ses biens pour se rembourser. Quel bien? Lucille ne possède strictement rien à son nom. Elle, non. Mais sa famille, et ses beaux-parents, oui. Evelyne se leva lentement, et s'approcha de la fenêtre avec un sourire carnassier. Marguerite, je sais pertinemment que tu ne portes pas Lucille dans ton cœur, et honnêtement, je le comprends. Elle est frivole, dépensière, c'est vrai. Mais c'est ma fille adorée, mon sang, et je ne laisserai personne l'assassiner pour une histoire de dette. Personne ne va l'assassiner, on n'est pas dans un film. Si. Ce colonel a déjà du sang sur les mains. Ce sera simplement maquillé avec brio en accident de la route, ou en suicide médicamenteux. Un frisson d'angoisse figea Marguerite sur place. Et que proposez-vous, concrètement, pour éviter ça? Vendre la maison de ton père dès demain, éponger la dette à 100%, et sauver la vie de cette pauvre fille innocente. Et ensuite, quoi? Dans un an, Lucille s'endettera de nouveau pour une autre lubie. Ensuite, nous prendrons des mesures radicales. Nous l'enverrons vivre à l'étranger. J'ai de la famille en Allemagne, loin d'ici. Elle y commencera une nouvelle vie, sous un faux nom s'il le faut. Marguerite se laissa tomber sur le canapé, terrassée par le cynisme ambiant. La machination devenait de plus en plus malsaine et étouffante. Et si je refuse catégoriquement ce chantage? Evelyne se tourna vers elle. Dans son regard acéré, Marguerite vit une lueur terrifiante, celle d'un prédateur acculé. Dans ce cas précis, Lucille ne sera pas la seule à souffrir atrocement. Comprends-tu que ce colonel sait déjà qui tu es, où tu travailles exactement, et avec qui tu passes ton temps? S'il n'obtient pas son argent via ma fille, il trouvera un moyen de te le faire cracher à toi. C'est du délire absolu. Je ne lui dois absolument rien. Tu es l'épouse légitime du frère de la débitrice. Pour ces gens-là, qui vivent selon leur propre code mafieux, tu es automatiquement désigné comme caution solidaire. Constantin fixait ses chaussures, muré dans un silence lâche. Marguerite comprit, avec un dégoût profond, qu'il était au courant de cette stratégie de terreur depuis le début. Constantin, tu savais tout ça? Oui, répondit-il dans un souffle presque inaudible. Et quand, dis-moi, comptais-tu m'en parler ouvertement? J'essayais de te préparer psychologiquement, petit à petit. Je pensais sincèrement que tu finirais par accepter de vendre, pour le bien de la famille. Accepter de sacrifier tout mon patrimoine pour ta sœur incapable? Margot, on parle de la vie d'un être humain. De ma propre sœur. Et ma vie? Mes rêves de fonder une famille? La mémoire sacrée de mon père? Evelyne frappa sèchement dans ses mains manucurées, coupant court à la dispute. Assez de sentimentalisme stérile. Nous avons un problème très concret à résoudre, et nous allons le résoudre, point final. Elle sortit un autre document officiel de son dossier. Voici un compromis de vente en bonne et due forme. L'acheteur est déjà trouvé et validé. Les fonds sont prêts à être virés. Tu n'as plus qu'à signer au bas de la page. Marguerite prit le document d'une main tremblante, et le parcourut des yeux.
Le montant de la transaction était fixé à 1 200 000 €. L'acheteur, une mystérieuse société écran nommée Solutions Bâtiment. Date limite de signature, demain. Vous avez déjà tout décidé, tout organisé sans moi. Nous avons pris les devants, et fait ce qu'il fallait faire. Et si je ne signe pas ce torchon? La belle-mère sourit d'un air glacial, presque sadique. Tu signeras, je t'assure. Marguerite tourna la dernière page du document, et se figea d'horreur. Sur la ligne pointillée, sa signature y figurait déjà. Sa propre signature, parfaite, qu'elle n'avait pourtant jamais apposée sur ce contrat de vente. C'est quoi, cette horreur? De quoi parles-tu, chérie? Cette signature. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est un faux en écriture. Evelyne échangea un regard lourd de sens, et entendit, avec Constantin. Ma chérie, tu as dû oublier, avec le stress de ton travail. Mon fils m'a montré ce contrat signé par tes soins, la semaine dernière. Je n'ai jamais signé de contrat de vente. Constantin, explique-toi, tout de suite. Constantin se leva péniblement, et s'approcha de sa femme, fuyant son regard noir. Margot, tu l'as signé, je te le jure. Tu te rappelles, la semaine dernière, je t'ai demandé de mettre ta signature sur des dizaines de papiers pour l'assurance? Quelle assurance? Tu as dit que tu ne te souvenais pas des détails, mais tu as bel et bien signé ce paquet de feuilles en confiance. Marguerite s'en rappela avec un haut-le-cœur. Effectivement, la semaine précédente, alors qu'elle était plongée dans ses plans, Constantin lui avait glissé un tas de documents à parapher, en prétextant une mise à jour urgente de leur contrat d'assurance habitation multirisque. Elle avait signé machinalement, sans lire les clauses, lui faisant une confiance aveugle. Tu m'as piégé comme un vulgaire rat. Je ne t'ai pas piégé, je ne t'ai juste pas dit toute la vérité sur la nature d'un des documents. Tu as volé ma signature pour vendre ma propre maison. C'est un délit pénal. Ce n'est pas un faux, Margot. L'expertise le prouvera, c'est bien toi qui l'as signé de ta propre main. Marguerite comprit, avec désespoir, qu'elle était prise au piège d'une machination diabolique. Légalement parlant, elle avait apposé sa véritable signature. Prouver la tromperie, et l'abus de confiance, devant un tribunal serait extrêmement complexe, voire impossible. Donc, si je résume, la maison est déjà vendue. Le compromis est signé par les deux parties, précisa Evelyne, triomphante. Demain, l'acte authentique sera validé par le notaire, et l'argent sera transféré instantanément. Et si je ne me présente pas chez le notaire demain? Tu y iras, en courant s'il le faut. Et si je refuse, que ferez-vous? La belle-mère sortit calmement son dernier modèle de smartphone, et lui montra l'écran lumineux. Il affichait une photo très claire de son bureau personnel, au sein du cabinet d'architecture où elle travaillait depuis 10 ans. Tu reconnais ton espace de travail? Comment avez-vous eu cette photo? C'est sécurisé. J'ai le bras très, très long, ma chérie. Surtout dans le milieu de l'urbanisme et de la construction. Evelyne se rassit élégamment, croisant les mains sur ses genoux. Tu vois, Marguerite, j'ai passé toute ma carrière dans les hautes sphères de l'éducation nationale, mais j'ai tissé des liens. Professeure agrégée, puis directrice adjointe, puis directrice d'académie. Mon réseau d'influence est vaste, et très puissant. Et alors? En quoi ça me concerne? Alors, je connais personnellement, et intimement, les décideurs politiques qui attribuent les marchés publics juteux aux grands cabinets d'architecture comme le tien. L'estomac de Marguerite se noua douloureusement. Vous me faites du chantage pur et simple? J'expose simplement les faits objectifs. Ton agence, Projet Urbain, vit et respire grâce aux commandes de l'État. Et ces commandes sont validées par des commissions que mes relations président. C'est du chantage abject. C'est la réalité de ce monde, ma fille. Si tu ne signes pas l'acte de vente demain, après-demain, à la première heure, ta direction recevra un dossier très épais, et très embarrassant, prouvant preuve à l'appui que l'une de leurs architectes vedettes est liée à des individus hautement douteux.
De quels individus parlez-vous? De ceux qui prêtent de l'argent sale. De ceux qui tabassent les jeunes femmes. Bref, du grand banditisme organisé. Le piège se refermait sur elle, implacable. Si de telles calomnies parvenaient aux oreilles de ses patrons, sa carrière brillante serait brisée net. Les cabinets d'architecture vivent de leur réputation immaculée. Mais je n'ai strictement rien à voir avec ces criminels. Qui ira vérifier la vérité? La rumeur suffit. Le simple fait avéré que tu sois de la famille proche d'une débitrice mafieuse suffit amplement à détruire ta réputation professionnelle pour toujours. Constantin ne disait toujours mot, lâchement caché derrière le silence. Marguerite le fixa du regard, avec un dégoût insondable. Et tu cautionnes ces menaces, Constantin? Tu laisses ta mère détruire ma vie? Margot, je veux juste te protéger de leurs représailles physiques. Et je ne peux décemment pas abandonner Lucille à son sort. Mais moi, ta propre femme, on peut m'abandonner et me détruire sans scrupule. Là n'est pas la question, tu dramatises. Quelle est la putain de question, alors? La question, c'est que nous n'avons absolument pas le choix, Margot. C'est eux ou nous. Evelyne se leva, lissant son manteau avec impatience. Assez discuté, c'est épuisant. Demain, à midi tapante, tu te présenteras à l'étude notariale, et tu signeras l'acte de vente définitif. Voici l'adresse. Elle posa une carte de visite dorée sur la table basse. Et si je ne viens pas? Alors, à 13h, tes patrons recevront un courrier très instructif, qui signera ta fin de carrière. Marguerite prit la carte d'une main moite. Étude notariale Lexon, en plein centre-ville. Combien de temps me laissez-vous pour y réfléchir, et trouver une autre issue? Le temps est écoulé depuis longtemps. La décision est prise, et irrévocable. À cet instant précis, le téléphone de Marguerite vibra dans sa poche. Un nouveau SMS du numéro inconnu s'afficha sur l'écran, ils ignorent totalement ce qu'il y a dans la maison. Appelle-moi tout de suite, fais semblant d'appeler ton père, dis que tu appelles les forces d'intervention. Tiens bon, ma fille, je suis là. Marguerite relut le message à plusieurs reprises, n'osant y croire. Son cœur s'emballa d'une adrénaline nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ce message? Demanda Constantin, suspicieux. Marguerite releva lentement la tête, et regarda son mari et sa belle-mère. Dans leurs yeux vicieux, elle lut la certitude absolue qu'elle allait se soumettre, la conviction hautaine de leur victoire. Mais ils ignoraient un détail crucial. Ils ignoraient l'existence des documents, ils ignoraient que son père pouvait être en vie, et surtout, ils ignoraient que Marguerite n'était pas du genre à capituler sans combattre jusqu'au bout. Vous savez quoi? Déclara-t-elle avec un calme olympien et un sourire carnassier. Moi aussi, je peux faire appel à mes relations. Qui donc? Tes petites collègues architectes, railla Evelyne. Non. Mon père. Constantin ricana nerveusement. Margot, arrête tes délires, ton père est mort et enterré il y a 2 ans. Non. Il ne l'est pas. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise pour gagner du temps? Marguerite se leva dignement, et se dirigea vers la fenêtre, toisant ses bourreaux. Mon père est bel et bien vivant. Et il est toujours colonel dans les forces spéciales. Et je crois, sincèrement, qu'il sera très intéressé d'apprendre que des escrocs menacent sa fille unique. Evelyne éclata d'un rire sarcastique qui résonna dans le salon. Ma pauvre fille, tu perds complètement la tête à cause du stress. Ton père est mort. Mon père est vivant, et il dirige actuellement, dans le plus grand secret, une unité d'élite chargée de démanteler la corruption au sein même de la police régionale. Constantin blêmit soudainement, son rire s'étranglant dans sa gorge. Margot, qu'est-ce que tu nous sors comme ineptie? Je vous sors la vérité crue. Papa n'a jamais péri dans cette embuscade. Il travaillait sous couverture absolue pour infiltrer le réseau, et aujourd'hui, grâce à vous, il est prêt à sortir de l'ombre pour me protéger. Le rire suffisant de la belle-mère s'éteignit d'un coup. C'est du bluff grossier, pour nous intimider. C'est la stricte réalité.
Et vous savez quoi? Puisque vous ne me croyez pas, je vais l'appeler tout de suite. Il vous expliquera la nouvelle donne lui-même. Marguerite prit son téléphone avec assurance, et composa le numéro inconnu qui lui avait envoyé les SMS. Bien sûr, elle n'avait pas la moindre idée d'où il se trouvait, ni s'il allait décrocher, mais Constantin et Evelyne l'ignoraient. « Allô, papa » lança-t-elle dans le combiné, la voix forte et claire. « C'est Margot. J'ai un gros problème ici, à l'appartement. » « Oui, des menaces très sérieuses. Ma belle famille et des créanciers mafieux exigent que je vende ta maison. Que sais-tu de toute cette affaire? Très bien. Je t'attends, fais vite. » Elle raccrocha avec aplomb, le regard défiant, balayant ses adversaires. « Mon père sera là dans une petite demi-heure, et il ne viendra pas seul. Ses collègues des forces d'intervention l'accompagnent. Je pense qu'ils seront ravis de tailler le bout de gras avec vous, et avec ce fameux colonel Ripou qui joue aux usuriers. » Evelyne bondit de son fauteuil, le visage déformé par la haine. « Tu mens effrontément. Tu bluffes. Restez, et on vérifiera. » Constantin attrapa violemment le bras de sa femme. « Margot, si ton père est vraiment en vie, explique-moi pourquoi il n'a donné aucun signe de vie pendant de longues années. » Parce qu'il enquêtait, dans l'ombre, sur une affaire d'État gravissime. Celle-là même qui implique vos fameux policiers corrompus, et ce fameux prêteur sur gage. La belle-mère, pleine de panique, rassembla précipitamment ses précieux dossiers dans son sac. « Constantin, prends tes affaires, on s'en va immédiatement d'ici. »« Maman, on devrait peut-être attendre, non? Pour voir si c'est vrai? » ?»« Non. Je te dis que cette folle hystérique bluffe. Son père est mort, c'est une certitude. » »« Alors, si je bluffe, pourquoi fuyez-vous comme des voleurs ?» demanda Marguerite, sarcastique et triomphante. Evelyne s'arrêta net sur le pas de la porte, blessée dans son orgueil. « Nous ne fuyons pas. Nous refusons simplement de participer plus longtemps à cette mascarade ridicule. » »« Très bien. Prouvez-le. Restez donc boire un café. Dans 20 minutes chrono, vous verrez mon père ressuscité de vos propres yeux. » Evelyne hésita, la main sur la poignée. Dans ses yeux, Marguerite vit une lutte acharnée entre la peur viscérale de se faire arrêter, et la curiosité morbide, mêlée à l'orgueil de ne pas paraître faible. « Tu sais quoi, ma petite chérie » siffla finalement la belle-mère, les lèvres pincées. « On va effectivement rester. Je suis très curieuse d'assister au miracle, et de voir un mort ressuscité. » Elle se rassit lourdement dans le fauteuil, croisant les bras. « Mais retiens bien ceci, si ton père n'apparaît pas à la fin du chrono, demain, tu signeras ce putain de contrat, quoi qu'il arrive, ou tu le paieras très cher. » Marguerite hocha la tête, impassible. « Entendu. Et s'il apparaît, avec son équipe, c'est vous qui signerez vos dépositions. En cellule de garde à vue. » Constantin, tiraillé entre sa femme qu'il redoutait soudainement, et sa mère autoritaire, ne savait plus où se mettre, suant à grosses gouttes. « Margot, dis-moi la vérité. Et s'il ne vient pas? » ?»« Il viendra, Constantin. »« Et sinon, on fait quoi? » ?»« Sinon, c'est que j'ai vraiment perdu l'esprit, que je suis bonne pour l'asile, et vous ferez de moi ce que vous voudrez. » Evelyne sourit de toutes ses dents, dévoilant un rictus prédateur. « Ça me plaît beaucoup. Le marché est conclu. » Marguerite jeta un coup d'œil anxieux à l'horloge murale. 18 minutes. Si son père avait bien compris le message codé, et l'urgence de la situation, il devait arriver. S'il ne venait pas, s'il s'agissait d'un canular ou d'un piège, sa vie se transformerait en un enfer sans nom, et elle perdrait tout. Partie 3, l'apparition du fantôme et la chute des illusions. Le temps s'étira, se transformant en une torture lente et pernicieuse. Marguerite, assise bien droite sur le canapé, fixait hypnotiquement les aiguilles de l'horloge. 15 minutes. 14. 13. Evelyne s'était installée confortablement, croisant les jambes avec l'assurance d'un spectateur venu assister à une mauvaise comédie. Constantin, rongé par une anxiété dévorante, faisait les 100 pas dans le petit salon,
jetant des regards furtifs et accusateurs à sa femme. Margot, tu es vraiment sûre qu'il a bien reçu le message? Sûre et certaine. Et si son téléphone de fonction est éteint? Il est allumé, je te dis. Et s'il est de service, et qu'il ne peut pas venir? Il pourra. Il viendra. Evelyne laissa échapper un ricanement condescendant. Ma pauvre fille, tu joues vraiment avec le feu. Dans 10 petites minutes, ton pathétique numéro d'illusionniste sera terminé, et les règles du jeu vont changer drastiquement. Quelles règles? Le contrat de vente, tu ne le signeras pas demain matin chez le notaire, mais aujourd'hui. Plié sur cette table, sur le champ. Sans aucun délai, et sans faire d'histoire. Marguerite acquiesça, le visage de marbre. Elle comprenait parfaitement qu'elle jouait son va-tout, risquant son avenir sur un seul coup de dé. Si son père n'arrivait pas, elle se retrouverait dans une position de vulnérabilité totale, encore pire qu'auparavant. Mais elle n'avait plus le choix, c'était sa seule issue. 10 minutes. 9. Constantin, dis-moi, ta mère a-t-elle toujours été comme ça? Demanda Marguerite, rompant le silence pesant. Comme quoi? Aussi cruelle, aussi dépourvue d'empathie. Il regarda sa mère, l'air terrorisé, puis sa femme. Margot, ma mère n'est pas cruelle du tout. Elle protège simplement les intérêts vitaux de notre famille. Quelle famille, Constantin? Lucille, ce n'est pas ma famille, c'est la tienne. Mais c'est la mienne, et tu l'as épousée avec moi. Et moi, je suis quoi dans l'histoire, au juste? Un simple portefeuille sur pattes? Constantin ne répondit pas, fuyant son regard accusateur. Et dans ce silence coupable, résidait la plus douloureuse des réponses. 7 minutes. 5. Evelyne, sentant la victoire proche, sortit une nouvelle copie impeccable du contrat de son sac à main. Marguerite, voici la version finale des documents notariés. Arrête tes gamineries, et signe. Il est encore tôt. Le délai n'est pas écoulé. Le temps est écoulé depuis 2 ans. Ton père ne viendra pas, pour la simple et bonne raison qu'il est mort et enterré. Attendons encore 3 minutes, comme convenu. Non, c'est fini. Tu signes maintenant, tout de suite. La belle-mère se leva d'un bond, menaçante, et s'approcha de Marguerite avec les documents. Prends ce stylo. Voilà. Ta signature, tu la mets ici, et en bas de cette page. Marguerite resta de marbre, les mains croisées sur les genoux, ignorant le stylo tendu. J'ai dit, on attend. Et moi, je dis, signe, petite conne. Evelyne lui attrapa violemment le poignet, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, essayant de lui forcer la main par la force physique pour lui faire prendre le stylo. Lâchez-moi tout de suite. Signe ce putain de contrat, ou je te jure que je... Soudain, la sonnerie stridente de l'appartement retentit. Un coup bref, autoritaire, puis un second. Tout le monde dans la pièce se figea, comme pétrifié. C'est qui? Balbutia Constantin, le visage décomposé par la terreur. Marguerite s'arracha à la poigne de sa belle-mère, s'approcha du Judas, et regarda. Sur le palier exigu, se tenait un homme imposant en tenue tactique sombre, grand, la carrure athlétique, arborant une barbe poivre et sel, et surtout, ses mêmes yeux gris d'une familiarité foudroyante. C'était son père. Le cœur de Marguerite fit un bond si violent dans sa poitrine, qu'elle manqua de s'effondrer sur place, submergée par le vertige de l'émotion. « Papa » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Marguerite déverrouilla la porte à la volée, et se jeta à corps perdu dans les bras de son père. Michel la serra fort contre lui, comme s'il craignait de la perdre à nouveau. Elle retrouva avec un bonheur indicible l'odeur épicée de son eau de Cologne, la chaleur rassurante de ses bras protecteurs, et le battement régulier de son cœur, prouvant qu'il était bien vivant. « Ma chérie, ma petite fille adorée » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion contenue. « Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. »« Papa. » Je le savais, au fond de moi, je savais que tu étais vivant. Derrière lui,
dans l'encadrement de la porte, se tenaient 2 autres hommes en tenue de combat, lourdement équipés, fusils d'assaut en bandoulière, gilets pare-balles estampillés, radio grésillante. Un vrai commando d'intervention, prêt à agir. Evelyne et Constantin, pétrifiés dans le salon, étaient devenus plus blancs que des cadavres. Michel relâcha doucement sa fille, entra d'un pas lourd dans l'appartement, et balaya la pièce d'un regard perçant et professionnel. Ses yeux s'arrêtèrent d'abord sur les documents de vente éparpillés sur la table, puis sur les visages décomposés et terrorisés de la belle-mère et du mari. Ainsi donc, ce sont ces braves gens qui se sont permis de menacer ma fille, demanda-t-il d'une voix calme, mais tranchante comme une lame. Papa, c'est une très longue et très compliquée histoire, commença Marguerite. Il n'y a rien de compliqué ici, Margot. Je vois des gens qui ont tenté de te contraindre, par la force et le chantage, à vendre ton bien immobilier. Dans le code pénal, cela s'appelle de l'extorsion en bande organisée, aggravée par des menaces. Il s'avança d'un pas envers Evelyne, qui recula d'effroi. Comment vous appelez-vous, madame? Je, bégaya-t-elle, incapable de formuler une phrase. Articulée de façon claire, je n'ai pas de temps à perdre. Evelyne. Evelyne Blanchard, monsieur. C'est noté. Et cet individu, recroquevillé dans le coin, est votre fils? Oui, c'est mon fils. Celui-là même qui, selon mes informations, a falsifié la signature de ma fille sur des documents notariés officiels. Constantin bondit de son siège, mû par l'instinct de survie. Je n'ai rien falsifié, je vous le jure. C'est elle qui a signé de sa propre main. Par la ruse, la tromperie et l'abus de confiance, trancha Michel, implacable. Ce qui constitue un délit pénal tout aussi grave, jeune homme. L'un des agents des forces spéciales, mutique, s'approcha de la fenêtre du salon, jeta un coup d'œil dans la rue, et parla brièvement dans sa radio pour sécuriser le périmètre. L'autre resta planté devant la porte d'entrée, bloquant toute issue. Monsieur le colonel, balbutia Evelyne d'une voix chevrotante, essayant de retrouver un semblant de dignité. Je vous assure que nous pouvons tout vous expliquer rationnellement. J'écoute vos explications rationnelles. Ma fille, Lucille, est tombée dans un terrible piège. Elle a eu de graves problèmes financiers. Des hommes très dangereux la menacent de mort. Nous voulions simplement l'aider, par amour familial. Quels hommes dangereux, précisément? La belle-mère hésita, cherchant ses mots pour ne pas s'incriminer davantage. Des créanciers. Des investisseurs privés. Des noms, des prénoms, des fonctions exactes. Je vous jure que je ne les connais pas. Si c'est le cas, alors mes hommes vont, de ce pas, aller rendre une petite visite nocturne à votre fille, pour lui demander ces informations eux-mêmes, de manière beaucoup moins courtoise. Evelyne devint livide, s'agrippant au bras de son fauteuil pour ne pas tomber. Non, je vous en supplie, n'y allez pas. Lucille est stupide, mais elle n'y est pour rien dans cette magouille. Coupable de complicité ou non, c'est l'enquête officielle qui le déterminera. Mais pour l'instant, vous allez m'expliquer clairement, sans omettre de détails, comment vous avez obtenu l'estimation exacte de la maison de Meudon. Nous sommes passés par des agents immobiliers de la région. Par l'intermédiaire de quels agents, exactement? Je ne me rappelle plus le nom de l'agence. Michel se détourna d'elle avec mépris, et s'adressa à sa fille. Margot, montre-moi les fameux documents que tu as trouvés dans la cachette ce matin. Marguerite alla ouvrir son coffre-fort, en sortit la boîte métallique rouillée, et la tendit à son père. Evelyne et Constantin la regardaient faire avec des yeux ronds, totalement perdus. Quel document? De quoi parlez-vous? S'étonna Constantin, sincèrement ignorant. Ceux que tes charmants amis cherchaient avec tant d'insistance depuis des années, répondit Michel, en ouvrant la boîte. Margot, dis-moi, ces gens savaient-ils que ces dossiers existaient toujours? Je ne sais pas exactement ce qu'ils savaient, papa, mais aujourd'hui, des hommes sont entrés par effraction. J'étais caché. Ils fouillaient les murs de la cave avec des lampes torchées. Michel fixa Constantin avec une intensité glaçante, qui fit frémir le jeune homme.
Jeune homme, réfléchissez bien avant de répondre. Auriez-vous, par le plus grand des hasards, mentionné à quelqu'un, en dehors de ce cercle, que votre épouse avait hérité de cette propriété spécifique? Oui, bien sûr que j'en ai parlé. Et alors? C'est mon droit. À qui, exactement? À mes amis proches, à mes collègues de bureau. À ma mère, évidemment. Et vous lui avez donné tous les détails géographiques? L'adresse exacte de Meudon, la disposition des pièces, l'historique de l'achat? Constantin regarda sa mère, gêné, sentant le piège se refermer. Oui, j'ai tout raconté, en famille. Et votre mère s'est empressée d'aller s'en vanter auprès des mauvaises personnes, déduisit Michel d'un ton sec, en se tournant vers Évelyne, qui restait désespérément muette. Répondez. La qualification de vos actes pénaux, et vos futures années de prison, dépendent de votre coopération immédiate. J'en ai vaguement parlé à une de mes relations professionnelles, finit par avouer la belle-mère, acculée et en larmes. Il travaille dans la police. J'ai pensé qu'il pourrait m'informer sur le niveau de sécurité du quartier, pour une éventuelle revente. Le nom de ce policier bienveillant? Renard. Valérie Renard. Michel échangea un regard éloquent et satisfait avec ses hommes d'intervention. Le colonel Renard, de la police régionale? Oui, c'est lui. Celui-là même qui, officieusement, gère des prêts illégaux et blanchit de l'argent sale en sous-main. Évelyne fuyait son regard inquisiteur, se tordant les mains. Je ne sais strictement rien de ces activités illégales. Vous mentez effrontément. Vous le savez très bien, puisque c'est lui qui a financé le projet fumeux de votre fille, Lucille. Et c'est lui qui a orchestré, de A à Z, toute cette machination grotesque, pour vous forcer à vendre le seul lieu qu'il voulait perquisitionner. Le voile de l'illusion se déchirait enfin, brutalement, pour Marguerite. Ça veut dire que, depuis le tout début, vous saviez qu'il convoitait ma maison? Non, hurla Évelyne, en pleurs. Je te jure que non. Je voulais seulement sauver Lucille des griffes de ces usuriers. Sauver Lucille, ou bien aider le colonel Renard à mettre la main sur la propriété, en échange d'une contrepartie? Je ne comprends pas un traître mot de ce dont vous parlez. Michel brandit la liasse de documents exhumés de la boîte. Ces dossiers confidentiels prouvent, sans l'ombre d'un doute, l'implication directe du colonel Renard dans un réseau de corruption tentaculaire, allant jusqu'au sommet de l'État. Il savait que les preuves étaient dissimulées chez moi, mais tant que la maison appartenait légalement à ma fille, il n'y avait pas accès sans mandat, et il ne pouvait pas la détruire. Il regarda Constantin avec un mépris insondable. Voilà exactement pourquoi il vous a manipulé comme de vulgaires pantins. Il a d'abord soutiré les informations via votre mère complaisante. Puis il a piégé votre sœur avec un prêt impossible à rembourser, pour ensuite faire une pression monstre sur votre famille, afin que vous vendiez la maison à sa société écran. Mais on n'en savait absolument rien. On s'est fait berner, protesta Constantin, la voix cassée. Votre mère, si, elle savait. Sinon, comment expliquer rationnellement qu'elle connaisse les ficelles des marchés publics du cabinet d'architecture de Margot, et qu'elle possède des photos volées de son bureau pour la faire chanter? Évelyne s'effondra pitoyablement dans son fauteuil, vaincue et détruite. D'accord, c'est vrai. C'est vrai, je savais une partie du plan. Valérie m'avait promis une très belle récompense, si on l'aidait à récupérer ce bien immobilier sans faire de vagues. Combien vous a-t-il promis, pour trahir votre belle-fille? 200 000 € en liquide. Marguerite eut la nausée, sentant le sol tanguer. Vous étiez prêt à me forcer à vendre mon héritage chéri pour 1,2 million, encaisser 200 000 € de commission occulte, et me laisser sur la paille avec un mari menteur? Ce n'était pas du tout prévu comme ça au départ, gémit Évelyne. Comment alors? Quelle était la belle histoire? Valérie m'avait assuré qu'il y avait un objet d'une valeur inestimable, caché là-bas. Il nous a promis sur l'honneur que si on l'aidait discrètement, Lucille n'aurait plus jamais de dette, et qu'il nous resterait assez d'argent pour commencer une nouvelle vie luxueuse. Constantin se leva d'un bond, et s'approcha de sa femme, les mains jointes en signe de prière. Margot,
Je t'en prie, regarde-moi. Pardonne-moi. Te pardonner quoi, au juste? L'inventaire est long. Tout. Les mensonges répétés, la trahison de notre mariage. Le fait d'avoir accepté de participer à ce complot immonde. Tu étais d'accord avec eux? Tu étais dans le coup? Oui. Maman m'a parlé de l'offre secrète de Renard le mois dernier. J'ai d'abord refusé, outré, mais ensuite. Ensuite quoi, Constantin? L'appât du gain? Ensuite, j'ai réalisé que c'était le seul et unique moyen de gagner beaucoup d'argent facilement, sans effort. Marguerite le regarda de la tête aux pieds, comme si elle voyait un monstre inconnu, un étranger qui partageait son lit depuis 4 ans. Dis-moi la vérité. Tu m'as épousée pour mon héritage futur? Non. Non, je t'aimais, je te le jure sur ma vie. Mais quand ton père est mort, et que tu as hérité de cette grande maison à Meudon, j'ai vu toutes les opportunités financières qui s'offraient soudainement à nous. Quelles opportunités, à part trahir ma mémoire? Vendre la maison, empocher le pactole, démarrer ma propre entreprise d'import-export, acheter un appartement luxueux dans Paris, une grosse voiture allemande. Et tout ça, en me poignardant allègrement dans le dos, avec l'aide de ta chère mère. Je croyais naïvement que je pourrais te convaincre par la douceur, que tu comprendrais l'enjeu financier. C'était la chance de notre vie de devenir riche. Marguerite se détourna de lui avec répugnance, pour regarder par la fenêtre embuée. Dehors, la ville de Paris vivait sa vie, indifférente à son drame. Les réverbères brillaient dans la nuit, les voitures passaient en trombe. Son ancienne existence d'épouse heureuse s'était volatilisée en un instant, laissant place à une réalité d'une sordide bassesse. Constantin, savais-tu qu'il y avait des dossiers confidentiels, des preuves de meurtre, dans cette maison? Non, je te le jure. Renard m'a juste parlé de quelque chose de précieux, à récupérer discrètement, mais je pensais sincèrement qu'il s'agissait de lingots d'or volés, ou de liasses de billets de banque cachés. Et quand as-tu enfin compris qu'il ne s'agissait pas de simple argent sale? Aujourd'hui, seulement. Quand ma mère m'a révélé l'histoire de la corruption policière et des meurtres. Que as-tu ressenti, face à ce désastre? Constantin baissa la tête, pitoyable de lâcheté. De la terreur pure. J'ai compris qu'on s'était mouillé jusqu'au cou avec des criminels très dangereux, et j'ai voulu m'en sortir en te faisant porter le chapeau de la vente. Me faire porter le chapeau? Quel courage! Non, pas comme ça, je me suis dit que si tu vendais vite, on serait tous protégés par l'argent de la transaction, et ils nous laisseraient en paix. Et si je refusais, Renard aurait trouvé un autre moyen, bien plus radical et sanglant, d'obtenir ce qu'il voulait, et tu m'aurais livré en pâture. Michel s'approcha de son gendre déchu, dominant le jeune homme de toute sa hauteur. Jeune homme, avez-vous la moindre idée du fait que vous êtes désormais considéré comme complice actif d'une organisation criminelle responsable d'assassinat? Je ne voulais pas que ça aille si loin, pleurnicha Constantin. Peu importe ce que vous vouliez dans vos rêves de grandeur, les faits têtus sont là. Vous avez sciemment aidé un groupe mafieux à s'emparer de preuves compromettantes, au péril de la vie de ma fille. Qu'est-ce qu'on va devenir, monsieur? Direction le bureau du procureur de la République. Vous allez déballer, sur procès-verbal, tout ce que vous savez, dans les moindres détails. Si vous collaborez pleinement, la justice sera peut-être plus clémente sur la peine de prison. Évelyne se leva d'un bond, l'instinct maternel reprenant le dessus. Et Lucille? Que allez-vous faire d'elle? Rassurez-vous, votre fille, nous allons la récupérer saine et sauve. Elle est un témoin clé, et une victime, dans cette vaste affaire. Mais elle est gravement menacée. Ils l'ont frappée. Par qui? Par le colonel Renard et ses hommes de main? Dans ce cas précis, soyez certaine qu'elle a des choses extrêmement intéressantes à raconter aux enquêteurs, pour les faire plonger. La sonnette de l'appartement retentit de nouveau. L'un des agents d'intervention, toujours impassible, ouvrit la porte. Sur le palier, encadrée par 2 autres policiers en civil, se tenait une jeune femme au visage tuméfié et pleurant à chaudes larmes.
Lucille, s'exclama Evelyne, abasourdie par son apparition. Maman, pardon, j'ai tout raconté à la police ce soir, annonça Lucille, d'une voix chevrotante de culpabilité. J'ai craqué, j'ai tout dit sur Renard, sur l'argent sale, sur le prêt frauduleux, sur les menaces de mort. Ils l'ont arrêté en flagrant délit, il y a 1 heure à peine. Michel hocha la tête, satisfait de la tournure des événements. Parfait. Le plus dur est fait, le réseau est tombé. Il se tourna vers Marguerite avec douceur. Ma puce, nous devons parler en privé, loin de cette agitation. Il y a beaucoup de choses que je dois t'expliquer sur mon absence. Marguerite acquiesça, submergée par un torrent d'émotions contradictoires, la joie immense des retrouvailles inespérées avec son héros, la douleur cuisante de la trahison maritale, et l'épuisement nerveux d'une journée infernale. Constantin, dit-elle d'une voix sèche et sans appel, fais tes valises, immédiatement. Pour aller où, Margot? Chez ta mère, chez ta sœur, sous un pont, je m'en fiche éperdument. Mais dégage de chez moi, ce soir. Margot, je t'en supplie. On ne peut pas en discuter calmement? Repartir à zéro? De quoi veux-tu discuter? Du fait que tu as planifié de vendre mon héritage derrière mon dos pendant 4 ans? Que tu as imité ma signature comme un faussaire? Que tu as cautionné un chantage infect impliquant ma carrière? Margot, je m'en veux terriblement, je changerai. Il est beaucoup trop tard pour les regrets. L'illusion est brisée. Constantin tenta un dernier geste désespéré vers sa femme, la main tendue, mais l'un des agents du GIGN le stoppa d'une main ferme sur l'épaule. Monsieur, je vous conseille vivement de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Prenez vos affaires. Une demi-heure plus tard, Constantin et sa mère avaient ramassé leurs affaires à la hâte et quitté les lieux dans un silence de mort. Lucille les accompagna, escortée par la police, en route vers les bureaux du procureur pour finaliser sa longue déposition. Marguerite se retrouva enfin seule avec son père, dans le calme revenu de l'appartement. « Papa, je t'écoute. Raconte-moi tout, depuis le début. » Michel prit place dans le fauteuil, fraîchement libéré par la présence toxique de la belle-mère. Il y a 2 ans, mon équipe et moi enquêtions sur un scandale de corruption sans précédent à la direction de la police régionale. Renard, et sa clique de haut gradé, avaient détourné des fonds colossaux alloués à la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Des dizaines de millions d'euros volés aux contribuables. Et que s'est-il passé, lors de cette fameuse dernière mission? Quelqu'un, très haut placé, les a prévenus du lancement de notre opération coup de poing. C'était un guet-apens. 3 de mes meilleurs hommes, mes amis, ont été tués sur le coup. J'en ai réchappé par un pur miracle, blessé mais en vie. Comment as-tu fait pour disparaître si parfaitement? J'avais anticipé le pire depuis des mois, en préparant une fausse identité solide, et un scénario de fausse mort. Des documents falsifiés par des experts, de faux témoins fiables. Et même un cercueil lourd mais vide, lors de l'enterrement au cimetière. Officiellement, pour l'état civil et les médias, le colonel Michel Fdoff a perdu la vie en héros, dans l'exercice de ses fonctions. Et officieusement? Officieusement, j'ai pris ma nouvelle identité clandestine, et j'ai continué à travailler dans l'ombre, avec une poignée d'hommes de confiance, pour réunir les preuves ultimes contre Renard, sans qu'il ne se doute de rien. Marguerite se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule large. Tu n'imagines pas, ne serait-ce qu'une seconde, à quel point j'ai souffert de ton absence, de ne pas pouvoir te dire adieu. Et toi aussi, tu m'as manqué chaque jour, ma chérie. Mais je ne pouvais absolument pas risquer de te contacter, ni même de t'envoyer une lettre. Je savais que ma tête était mise à prix, et qu'il te surveillerait. Alors, pourquoi sortir de ta cachette si soudainement aujourd'hui? Parce que j'ai compris que Renard, acculé et impatient, s'en prenait directement à toi via ton mari manipulable. Et il était hors de question, sous aucun prétexte, que je laisse quiconque faire du mal à ma fille unique. Marguerite s'assit tout près de lui, buvant ses paroles. Et maintenant, dis-moi, que va-t-il se passer pour la maison, pour les documents? Pour tout ça? L'affaire est classée et pliée.
Renard est sous les verrous, ses nombreux complices vont tomber un par un cette nuit. Les dossiers de preuves sont entre les mains incorruptibles du procureur général. Et la maison de Meudon? Elle t'appartient, légitimement, et plus personne, jamais, ne viendra te la réclamer ou te menacer pour l'obtenir. Et toi? Tu vas pouvoir reprendre une vie normale, à la lumière du jour? Michel lui sourit tendrement, les yeux plissés par la fatigue. Oui. Officiellement, je vais ressusciter d'entre les morts d'ici quelques jours. Il y aura pas mal de paperasse administrative, des explications à donner, mais ça s'arrangera très vite avec les hautes instances. Marguerite l'enlaça, les larmes coulant librement sur ses joues. Ça veut dire que notre vraie famille est de nouveau réunie. Absolument, ma chérie. Pour toujours. Et pour Constantin? Il ira en prison pour ce qu'il a fait? C'est peu probable, la prison ferme. Il n'était pas le cerveau machiavélique de l'opération, juste un complice lâche et cupide. Avec un bon avocat, il écopera sûrement d'une peine avec sursis, et d'une grosse amende. Je vais demander le divorce, dès demain matin. C'est ton choix souverain, Margot. Mais réfléchis-y bien, prends ton temps. Les gens, par appât du gain, commettent de graves erreurs. Cette erreur pitoyable m'a coûté 4 belles années de vie commune, gâchées avec un homme faible qui me mentait sans le moindre scrupule. Michel hocha la tête avec une profonde compréhension. Je saisis très bien ton ressentiment. L'important, aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas seul pour affronter ça. Je ne le serai pas. J'ai ma carrière qui décolle, mes amis fidèles. Et maintenant, miracle, je t'ai retrouvé. Et j'ai la maison de Meudon pour me ressourcer. Oui, la fameuse maison de Meudon. Marguerite se leva, allégée d'un poids immense, et s'approcha de la fenêtre. En l'espace de quelques heures intenses, son existence avait été totalement bouleversée. Son mari aimant s'était révélé être un traître manipulateur, sa belle-mère si respectable, une complice d'extorsion mafieuse, et son père pleuré, un héros d'état bien vivant. Elle avait définitivement perdu ses douces illusions sur le bonheur conjugal facile, mais elle avait fait éclater la vérité libératrice sur son passé. Un mois plus tard, la poussière retomba. Constantin quitta définitivement l'appartement, emportant ses dernières affaires. Lors d'un procès rapide, le tribunal le condamna à 2 ans de prison avec sursis, pour complicité active d'escroquerie. Evelyne, l'ancienne directrice, écopa d'une très lourde amende qui engloutit ses économies, et de travaux d'intérêt général humiliants. Lucille, honteuse, partit s'installer chez des parents éloignés en province, dans une autre région, pour fuir les regards. Marguerite lança immédiatement la procédure de divorce, sans aucune pension. Les premières semaines de solitude absolue furent rudes, ponctuées de doutes, mais elle comprit rapidement qu'il valait 1000 fois mieux être seule et en paix, que d'être accompagnée par quelqu'un d'indigne de confiance. Au cabinet d'architecture, les affaires prospéraient au-delà de ses espérances. Grâce au réseau rétabli, et sain, de son père, elle décrocha plusieurs projets d'urbanisme d'envergure. La bâtisse de Meudon devint officiellement sa maison de campagne, son refuge secret pour les week-ends prolongés. Michel reprit officiellement du service actif, décoré en secret. Sa résurrection médiatique se passa sans accroc majeur, ses papiers d'identité furent restaurés, sa retraite recalculée, et son statut prestigieux d'ancien combattant confirmé. 6 mois après l'officialisation de son divorce, Marguerite, rayonnante, rencontra un nouvel homme, un ingénieur du son nommé André, qui travaillait dans un bureau voisin. Un homme simple, qui ignorait tout de son lourd héritage, se moquait éperdument de son patrimoine immobilier, et l'aimait uniquement pour ce qu'elle était. « Tu n'as pas peur de te tromper lourdement ?» à nouveau, lui demanda tendrement son père, un dimanche où elle lui parlait longuement d'André. « Si, j'ai peur, bien sûr. Mais la peur, aussi légitime soit-elle, ne doit plus jamais diriger ma vie. C'est une excellente philosophie, ma fille. Je suis fière de toi. Dis-moi, papa. Penses-tu que j'ai pris la bonne décision, la seule possible, en quittant Constantin avec tant de fracas? » Michel réfléchit un instant, le regard lointain, fixant le jardin.
Tu sais, Margot, dans la vie complexe qui est la nôtre, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions absolues. Il y a seulement les décisions avec lesquelles tu peux vivre en accord avec toi-même, et celles avec lesquelles ton âme ne peut pas trouver le repos. Je ne pouvais pas vivre avec le poison de la trahison. J'ai donc fait le bon choix. Marguerite lui adressa un sourire radieux, libérée de ses chaînes. Sa nouvelle vie commençait enfin, débarrassée des illusions toxiques, mais pleine d'un espoir infini en l'avenir. Et la maison de Meudon se dressait, paisible, robuste et silencieuse, gardienne immuable des souvenirs de cette époque tumultueuse où les destins de chacun s'y étaient croisés et fracassés. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une simple maison familiale, un havre de paix loin du tumulte parisien, un endroit parfait pour méditer sereinement sur le vrai sens de la vie. Marguerite s'asseyait souvent sur la véranda ensoleillée, cette même véranda où, jadis, adolescente, elle rêvait de son avenir brillant avec son père. À l'époque naïve de sa jeunesse, elle imaginait que l'avenir, c'était forcément un mari, des enfants, et le cliché rassurant du bonheur conjugal parfait. À présent, forgée par les épreuves, elle savait avec certitude que l'avenir, c'était avant tout la liberté absolue de choisir sa propre voie, et d'assumer pleinement les conséquences de ses actes. Et cette révélation intime était infiniment plus belle, et plus puissante, que la plus douce et rassurante des illusions.